du gel ou du dégel du détroit de Bering. On parlait de cet endroit symbolique et stratégique choisi, l'Alaska. Un mot quand même sur ce 15 août. Le 15 août, c'est pas anodin non plus. Le 15 août, c'est l'Assomption, c'est la fête de la Vierge Marie, et qui est quand même une figure sainte hautement symbolique aussi pour la Russie. Elle est considérée comme la sainte protectrice de la Russie, Marianne Babitch. En général, oui. Après, il y a un autre culte, en fait, si on parle de culte d'orthodoxie et de catholicisme, quand même, c'est plutôt le culte de Jésus-Christ qui est plus répandu en Russie. Mais c'est vrai que la religion compte beaucoup pour la Russie, mais en même temps, il faut compter qu'il y a un autre calendrier. En Russie, c'est pas le 15 août. En Russie, c'est fin août. Il y a 2 semaines de décalage pour toutes les fêtes, y compris le Noël. Vous savez bien que c'est fêté en janvier. C'est pour cela, d'ailleurs, que l'Ukraine le fait depuis déjà plusieurs années, comme l'Europe, pas en janvier avec la Russie, juste pour ne pas faire comme eux déjà. Donc c'est peut-être tiré par les cheveux, le fait que ce soit le 15 août. Pas vraiment, parce qu'on a quand même beaucoup de catholiques aussi en Ukraine. Donc oui, il y a un symbole. Et c'est vrai que en général, Poutine présente la religion comme assez présente, mais en même temps aussi c'est très hypocrite de sa part, parce qu'il appelle cette guerre sacrée. Et il y avait même des événements où les prêtres à l'église russe essayaient de bénir les missiles qui s'appellent Satan. Parce qu'eux, ils pensent que c'est leur guerre sacrée contre le mal ukrainien. Il y a beaucoup de missiles et d'armes et de F-35 aussi là-bas. C'est une vraie réserve militaire, ce territoire de l'Alaska. Je me tourne vers Christian Proutot. On a vraiment le sentiment que c'est Vladimir Poutine qui dicte le tempo, qui est à la manœuvre. Mais moi, je pense que c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Et on le constate d'abord parce que, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est tout à fait logique, même si ça me surprend, cette espèce d'obsession autour de ce fameux ultimatum, dont beaucoup de gens attendaient quelque chose alors qu'il n'y avait rien à c'est ça, attendre. Fait. Oui, mais un ultimatum pour avoir une rencontre, ça me paraît pas être dans la logique des choses. Tel que Trump l'avait présenté, l'ultimatum, ça a été pour forcer le bras à Poutine, qui a obtenu en échange d'un ultimatum une rencontre qui l'arrange. Et je suis désolé, la négociation, je connais un tout petit peu, mais ça ressemble pas à une négociation à l'avantage des États-Unis. C'est à mon avis une capitulation en race campagne pour moi, hein. Tout à fait. À l'avantage des États-Unis, vous dites ? Ah mais bien évidemment. Pas à l'avantage de l'Ukraine peut-être, en tout cas non, le président ukrainien. Ah non, alors l'Ukraine est en dehors du schéma, ce qui est quand même pour le moins paradoxal, quand on sait que sur les deux belligérants, il n'y en a qu'un, un des belligérants qui lui était l'agressé, c'est l'agresseur qui vient discuter avec les États-Unis. Mais pour en revenir aux sanctions, les sanctions n'ont pas été appliquées. On n'a entendu à aucun moment de la part de M. Trump qu'il allait mettre en route ces sanctions. Et à la place des sanctions, on a quoi ? Quelque chose qui remet M. Poutine dans la scène politique, qui semble même le rendre un peu plus honorable, alors que vous le rappeliez, il est poursuivi. C'est un truc quand même assez hallucinant. Oui. Je voudrais juste compléter. Alors, c'est vrai qu'il est poursuivi au niveau de la CPI, sauf que les Américains ont toujours dit, et c'est peut-être pour ça aussi que la rencontre a lieu aux États-Unis, les Américains ont toujours refusé de signer et ratifier le traité créant la Cour pénale internationale. Ils refusent de la reconnaître en tant qu'institution. Pareil, soit dit en passant, pour la Chine et la Russie, je crois qu'ils avaient signé mais pas ratifié, puis ils ont désigné, je vous dis cela de mémoire. Donc ça joue. Je suis complètement d'accord avec vous sur Trump qui fait des cadeaux, mais j'ai envie de vous dire que malheureusement ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous pour l'Afghanistan. L'Afghanistan, typiquement, c'en est un exemple parfait. Même si je pense que Trump, tout simplement, se dit, écoutez, comme pour l'Afghanistan, soit dit en passant, écoutez, il n'y a rien à sauver, on donne et bon débarras. Parce que l'Afghanistan, enfin, je suis désolé de vous dire, mais le pouvoir, vous avez vu vous-même, mon commandant, comment cela s'est effondré à l'époque, à une vitesse grand V. Moi, ce qui me surprenait, c'était pas que ça s'effondre, c'est que ça s'effondre aussi vite. Et là, pour l'Ukraine, alors je ne suis pas non plus en train de comparer l'Ukraine à l'Afghanistan, mais juste sur le principe de se dire, de la part de Trump, bon, on laisse tomber et comme ça on met fin. C'est ça, la mentalité peut-être. À tort ou à raison.
Je vous propose de faire un petit focus sur les propositions mises sur la table. On a appris ça il y a quelques minutes. Ça vient du Wall Street Journal. Steve Witkoff, l'émissaire américain qui était de passage il y a quelques heures, quelques jours, a expliqué que la proposition russe comportait 2 étapes. L'Ukraine se retirait de la région de Donetsk et la ligne de front serait gelée. Ensuite, Poutine et Trump concluraient par la suite un accord de paix définitif, je reprends les mots du Wall Street Journal, à faire approuver par le président Volodymyr Zelensky. Voilà ce que le Wall Street Journal écrit dans une toute dernière publication. Je ne sais pas si nous l'avons déjà en ligne. Si, je crois. Voilà, les responsables américains confirment exactement la même chose que ce qui a été rapporté par le Wall Street. Réaction par rapport à ce qui vient d'être écrit par les journalistes américains. Pour l'Ukraine, c'est bien sûr une situation défavorable. Si on regarde notre constitution ukrainienne, c'est inacceptable. C'est ce que disait d'ailleurs aujourd'hui notre président ukrainien Volodymyr Zelensky, que c'est une situation défavorable. On ne peut pas résoudre cela sans l'Ukraine, même sans l'Europe. Je vous interromps.